à tous et à toutes. Vraiment, merci de me recevoir pour m'entendre parler de ce que je fais finalement, d'un sujet qui me tient tellement à cœur. Je m'appelle Lisa-Marie Gervais, je suis journaliste depuis à peu près 25 ans, donc là, ça trahit que ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc au devoir depuis 20 ans, ça donne comme ça. Je suis rentrée il y a 20 ans. Je n'avais pas d'autres projets. Je peux croire que j'étais bien. J'ai continué mais avec de la pige un peu à travers ça quand même. Toutes sortes de participation, un petit peu radio-télévision, mais disons que je suis une journaliste de l'écrit et bien heureuse de l'être parce que parfois, effectivement, faire son travail, je trouve que c'est simple parce que des fois, interviewer des gens, justement, souvent des immigrants qui ont euh, évidemment beaucoup de scrupules à s'adresser à des médias, à montrer leur visage, qui ont très, très peur. Si j'avais à devoir les convaincre qu'il y a une caméra qui les filme, qu'on va les voir, il me semble que je trouve ça très simple d'arriver avec un petit calepin, un crayon, et puis d'avoir, ça facilite beaucoup mon approche. Alors voilà, ben, je trouve que c'est ça. Donc, l'immigration plus particulièrement, après avoir couvert la santé, l'éducation, plein d'autres sujets, je couvre l'immigration depuis euh, 10 ans à peu près. On est fiers d'avoir été les premiers au devoir à créer ce qu'on appelle on appelle ça un beat dans le jargon. C'est un secteur. Dans le fond, il y a santé, environnement, économie, bon, tout ça. Puis le beat immigration n'existait pas comme tel. Au début, ça s'appelait diversité. Mais c'est une rédactrice en chef qu'on a eue au tournant de 2016 qui s'est dit, il me semble qu'à l'époque, on sortait un petit peu de la vague de la commission Bouchard-Taylor, si ça vous dit quelque chose, avec les accommodements raisonnables. On parlait beaucoup de laïcité, la place de la religion. Ça a dû vraiment alimenter vos discussions, ça a dû vous faire réfléchir. Donc, effectivement, on était là-dedans et moi, je couvrais beaucoup ça et on a décidé de... Et en fait, je couvrais l'éducation à ce moment-là, mais j'avais toujours envie de parler des classes d'accueil, des enfants de réfugiés qui arrivaient, comment ça se passait. Donc, et puis, bon, naturellement, en fait, je m'intéressais aussi à... Je me suis rendu compte que je m'intéressais à toutes les personnes qui avaient moins de voix. Et puis, ça incluait, ils ont appelé ça le secteur diversité, donc ça incluait les personnes LGBTQ+, autochtones, justement, personnes migrantes aussi. Alors, tranquillement, ça s'est transformé, mais je suis vraiment heureuse de pouvoir mettre mon petit grain de sel un peu à tous les jours dans ce vaste sujet. Merci à Martin pour l'invitation. Et ben c'est ça, c'est vraiment toute humilité là, parce que j'ai l'habitude de poser les questions. C'est sûr que je sais parler aussi, mais là, je suis un petit peu hors de ma zone de confort. Mais j'aimerais quand même que dans le fond, cette conférence-là soit bâtie comme un échange, comme une conversation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis à la fin aussi, vous aurez de la place. Je veux vous entendre. Puis ça va me permettre aussi de j'ai bâti un peu la conférence, on en a discuté brièvement avec Martin. J'ai compris que j'ai assez carte blanche. Mais ça, donc, je veux vous parler un peu de ma pratique. Je vais quand même faire un portrait de l'immigration aussi au Québec, un peu pourquoi c'est pertinent d'en parler, en insistant aussi sur l'immigration humanitaire, qui est un peu mon dada. Donc, et puis, vous allez voir, puis si jamais effectivement il y a des aspects que je n'ai pas assez creusés, ben, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, pourquoi parler d'immigration aujourd'hui? Ben, c'est sûr que le Québec se trouve à un carrefour assez majeur en matière d'immigration. Chaque année, on a des dizaines de milliers de personnes qui choisissent de s'établir sur notre territoire, qui arrivent avec leurs compétences, leur parcours de vie, leurs rêves, leurs ambitions et au-delà de leurs valises et des enfants qui suivent aussi, souvent. Mais derrière ces chiffres-là, ces milliers de personnes-là, se jouent évidemment des débats complexes sur l'économie, la culture, la langue, l'intégration, le vivre ensemble. On est dans un contexte très, très tumultueux aussi avec ce qui se passe aux États-Unis, chez nos voisins états-uniens. Ça a des impacts immédiats, en fait, sur notre façon de gérer la frontière. Et finalement, la circulation des personnes et des biens. Je pense au projet de loi C2, puis C12, qui est une version un peu allégée de C2.
qui, avec l'objectif d'amadouer Trump pour qu'il réduise ses tarifs douaniers et tous les impacts que ça a sur notre économie, ben, ces projets de loi-là resserrent la sécurité à la frontière, puis ça a évidemment un impact sur l'immigration. Puis en ce moment, c'est en train de restreindre beaucoup les droits des demandeurs d'asile, notamment, comme le déplorent beaucoup d'organismes. Là, je sens que ça va être un peu un sujet. Il y a une mobilisation qui se prépare. Là. J'ai eu des communiqués de presse aujourd'hui. Je sens que ça va faire partie de mes sujets en haut de la liste. Donc, c'est ça. Je vais te dresser peut-être un court portrait un peu en chiffres quand même. Poser les enjeux et les tensions aussi. J'aime ça. On dirait que ça s'est imposé. Je me disais, c'est vrai que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Puis c'est très complexe. Puis on dirait que ça ressortait que c'était souvent des tensions. On se dit, ben oui, on est ouvert d'esprit, on accueille les immigrants. Puis en même temps, on se dit, mais en même temps, c'est vrai qu'on veut protéger notre culture puis notre langue. Puis comment on fait ça? Donc, constamment les tensions qu'il y a. Puis, ben, c'est ça. Au passage, ben, je vais vous parler de comment je fais mon travail, mon métier, les histoires que je raconte. Hein. Il y a ma collègue Odile Tremblay, qui a été longtemps critique de cinéma, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui disait toujours quand je disais, sur quoi tu travailles, Odile, là? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'écris des mots. J'écris des mots. Je trouvais ça bien parce que moi, je dis maintenant, je raconte des histoires. C'est pas mal ça. Mais j'aimais l'idée de très, très simple de dire j'ai écrit des mots, puis bien évidemment, c'était un peu une caricature, c'est un petit clin d'œil parce qu'évidemment, on essaie d'y injecter un peu de sens. On essaie de les aligner correctement. Mais c'est vrai que l'écrire des histoires, là, ici, est vraiment au cœur de ma pratique pour faire justement un lien avec ce que disait Martin tout à l'heure. Alors, ben c'est ça. Je trouve que c'est important, oui, c'est intéressant de parler d'une perspective journalistique parce que chaque fois que j'ai à en parler dans d'autres espaces, des fois je donne des conférences dans des cégeps ou ailleurs devant d'autres forums, c'est intéressant parce que j'ai pas l'impression de livrer des secrets, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça nous éclaire sur comment, ben, sur au final le traitement médiatique parce que c'est beaucoup par les médias que l'information vous arrive. Donc, c'est vrai qu'on est une courroie de transmission. Puis à la fois, peut-être un quatrième pouvoir aussi pour rétablir les faits, nuancer. Fait que je ne prends pas mon rôle à la légère et j'en suis très fière et c'est un privilège en fait. Ça arrive des fois qu'on replace les faits, puis ça repart le débat différemment, mais on se dit ouf, comme aujourd'hui, il y en avait un bon exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, tu sais, quand on est journaliste, on est un peu vulgarisateur aussi. C'est notre travail de faire comprendre l'information, de la décortiquer, de la rendre digeste. Alors, je vais essayer aussi de vous donner des exemples, de vous parler un peu de vraiment ce que je fais dans mon quotidien. J'ai toujours dit que nous, les journalistes, souvent, on cueille comme la matière première, c'est-à-dire on va rencontrer les gens, on est sur le terrain, on fait des articles. Puis après, il y a des gens qui réfléchissent, comme vous, qui se dégager du sens de ça. Puis une fois que le sens est dégagé, ben nous, on réécrit un texte sur les gens qui ont réfléchi, ont dégagé ceci, cela comme sens, puis c'est comme une roue qui tourne. On est très complémentaires. Peut-être pour commencer un petit portrait factuel, en 2025, disons récent, là, le Québec accueille environ 60 000 nouveaux résidents permanents par année. Il y a des résidents temporaires aussi, qui seraient environ 1 demi-million, grosso modo, au Québec. Mais c'est sûr que derrière ces chiffres-là, il y a une société qui se transforme, puis des débats qui font couler beaucoup d'encre, comme vous savez. Parce que, bon, les immigrants, on en veut, il y en a de plus en plus. Puis en même temps, ça pose des défis en termes d'intégration du service public, etc. On en entend parler plus que sur une base quotidienne ces temps-ci. Et en immigration, je trouve, contrairement à d'autres secteurs, les choses bougent très vite. Les orientations peuvent changer rapidement. Puis, ben, c'est ça, le meilleur exemple, c'est finalement ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu donc à la fois le dépôt du budget fédéral, où il y avait des sommes allouées à certaines initiatives en immigration, qui allait aussi de pair le budget avec, dans le fond, le dépôt du plan des niveaux d'immigration du gouvernement du Canada. Et en même temps, la même semaine, le dépôt de la planification pluriannuelle du ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge. Donc, c'est une grosse semaine la semaine passée. Alors, ce qui s'est passé finalement, c'est que les plans pour déterminer, si vous pensiez qu'il y avait un peu d'improvisation, enfin, si vous avez une vision romantique de
c'est au gré de l'air du temps. C'est pas ça qui se passe. C'est très, 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 très réfléchi. Enfin, après, on peut discuter du niveau de réflexion, mais ça reste que c'est très déterminé, quoi. Ça fait bizarre de penser qu'on a un gouvernement qui dit, ben, on va accueillir cette année 3, je sais pas, 1000, 2000 réfugiés pris en charge par l'État, par exemple, ou les personnes, la réunification familiale, donc les conjoints, conjointes, enfants, de gens qui seraient venus, par exemple, justement, demander l'asile ici, qui auraient obtenu l'asile, ben, on va en accueillir seulement 10 000 par année, alors qu'il y en a 40 000 qui attendent, qui ont déposé une demande. Donc, ça va nécessairement installer des délais. Alors, ce qui est arrivé, bon, la semaine dernière, c'est ça, c'est que les gouvernements fédéral et provincial, dans le fond, on sans surprise, c'est dans l'air du temps, ça oui. On le voyait avec toutes les décisions qu'ils avaient prises au cours des dernières années, des derniers mois. Donc, ils ont adopté des scénarios d'accueil de résidents permanents et résidents non permanents qui réduisent considérablement le nombre qu'on va accueillir finalement. Donc, dans l'histoire récente, peut-être de la dernière décennie, depuis que je couvre l'immigration, disons, c'est comme du jamais vu. C'est la première fois depuis un certain temps qu'on baisse autant les niveaux d'immigration, tant au fédéral qu'au provincial. La baisse est un petit peu moindre au fédéral. C'est comme plus marqué, c'est plus marqué au Québec, on passe comme de 60 000 à 45 000. C'est le scénario qui a été retenu. Donc, au Canada, ben, Mark Carney a annoncé une réduction du nombre de résidents temporaires. Il y en aurait 3 millions en ce moment sur le territoire. Mais après, on peut déterminer à combien de personnes on voudrait donner un permis de travail temporaire, par exemple, ou un statut d'étudiant, etc. Et là, on prévoit réduire, en fait, presque diviser par deux, en fait, le nombre. Actuellement, c'est à peu près quelque chose comme 670 000 personnes à qui on octroie des statuts temporaires. On pourrait comme réduire ça à 380 000 à peu près. Donc, à peu près une divise par deux. Donc, c'est clairement un tournant très restrictif. Le nombre de permanents se maintient à 380 000, mais euh, il y a une volonté de ne pas augmenter, disons. Au Québec, c'est ça, c'est plus, comme je le disais, un petit peu plus draconien, un peu plus drastique. Donc, il y avait quand même 3 scénarios de 25 000, 35 000 et 45 000 immigrants permanents. Donc, encore une fois, c'est des personnes à qui on a octroyé la résidence permanente. Euh, Vous savez peut-être, c'est le droit de sol, c'est sûr que le Québec n'étant pas un pays, encore, on dirait certains, mais ça reste que le droit de sol, le Canada reste l'entité qui octroie la résidence et la citoyenneté ultimement, mais le Québec a des pouvoirs de sélection qu'il a négociés avec le temps dans l'accord Canada-Québec de 91. Et on a le droit de dire, ben nous, on a une particularité, on est francophone, on a nos propres besoins de main-d'œuvre qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs au Canada, donc on va se permettre de sélectionner. Et donc, il y avait donc on octroie le certificat de sélection du Québec, le fameux CSQ, à jusqu'ici, c'était 60 000 personnes par année, bon an, mal an. Et maintenant, ça serait 45 000. C'était quand même le scénario le plus généreux des trois. Il y avait 25 000, 35 000, 45 000. Mais ça reste que c'est une baisse par rapport à ce qui était normalement prévu. On a un programme, c'est mon texte du jour sur lequel j'ai écrit, qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise, qui sont comme des programmes québécois qui donnaient la voie rapide vers la résidence permanente. Donc, ils donnaient des CSQ à soit des étudiants qui avaient accumulé deux années d'expérience de travail ou des travailleurs. Même chose, ces deux programmes-là étaient comme, ces deux volets-là du programme d'expérience québécoise ont été suspendus dans les derniers mois, puis là, on vient d'apprendre qu'ils sont abolis. Alors, il y en a beaucoup qui sont très dépourvus. J'ai parlé à une dame, une Française d'origine, qui est orthopédagogue euh, au Lac-Saint-Jean. Ça fait 3 ans qu'elle est ici avec toute sa famille. Elle a tout vendu en France. Elle est installée. Elle a un permis de travail de 3 ans. Elle espérait, elle se dit, en 3 ans, je vais boucler, je me qualifie pour on l'appelle le PEC, le programme d'expérience québécoise. Donc, elle dit, je me qualifie. C'est certain, je vais avoir accumulé un assez grand nombre d'années d'expérience. En fait, en septembre, ça se qualifiait. Là. Elle était éligible, admissible. Puis finalement, le programme a été suspendu en juin, donc là, elle ne savait pas trop. Puis elle apprend qu'il est aboli au profit d'un programme qui s'appelle le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ça, dans le fond, c'est comme
programme qui fonctionne avec des pointages. Donc, si vous avez 45 ans et plus, vous êtes vieux, 0 point. Euh, et après, ben, le nombre de points va en fonction de est-ce que ben, vous êtes étudiant, est-ce que vous travaillez, mais en région, ça donne plus de points. Est-ce que, même que pratiquement, on se disait qu'on allait donner très, très, très peu de points à des gens qui sont dans la région de Montréal et Laval. Parce qu'on se dit, les gens qui sont ici, il y a tellement d'anglais à Montréal, d'anglophones, de la langue anglaise, et là, on se dit, ces gens-là ne sont pas vraiment bien intégrés, les immigrants qui sont à Montréal, parce qu'ils parlent anglais. Alors, c'est le calcul que fait le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, puis c'est un discours qui a été repris par le ministre Roberge. Et il l'a dit plusieurs fois, puis il l'a dit aussi dans la conférence de presse qu'effectivement, il allait privilégier des gens en région. Ça reste que c'est vrai que c'est une recette qui fonctionne assez bien quand on est dans une immersion totale où tout le monde parle français. Ça va assez vite. C'est un point. Et c'est ça. Donc, en gros, au Québec, la semaine dernière, ce qu'on annonçait, c'est l'abolition de ces deux volets-là du PEC pour faire le fameux PSTQ. Puis, on a aussi, le gouvernement a décidé de maintenir les cibles pour la réunification familiale autour de 10 000 personnes, malgré qu'il y a un énorme inventaire. L'immigration économique, elle augmente légèrement, comme la proportion est un peu plus grande. C'est sûr qu'on traditionnellement, le Québec a toujours privilégié dans tout le lot d'immigrants permanents plus de gens, de travailleurs finalement. Et l'immigration humanitaire diminue beaucoup. Alors, voilà. Donc, ben, comme vous savez, c'est ça, je l'ai dit tantôt, le Québec, à la différence des autres provinces, il y a comme sa compétence particulière. On a quand même certains pouvoirs. C'est intéressant. Je trouve que c'est bien. Ça nous donne ben, les leviers nécessaires pour pouvoir effectivement peut-être aller des fois avoir une immigration un peu plus ciblée. Mais ça dépend après, on peut aller trop loin dans l'exploitation de ce pouvoir-là. À vous de voir. Mais c'est vrai que le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui est aussi ministre de la langue française, était toujours très, très inquiet du recul du français. Puis il fait la maîtrise du français vraiment une condition maintenant pour même renouveler un permis de travail temporaire. Donc, je ne sais pas s'il y aura des exceptions, mais par exemple, un travailleur temporaire agricole dans une certaine région pourrait avoir à prouver au bout de 3 ans qu'il maîtrise le français à un certain niveau. Là, on ne demande pas là, de maîtriser comme, comme un Québécois de langue maternelle française, mais je pense que c'est un niveau 4, je ne me trompe pas, là, à savoir à quoi ça correspond exactement, là, mais c'est pouvoir tenir une conversation de base. On leur demande ça c'est comme une condition au renouvellement du permis de travail temporaire. Et ce qui soulève beaucoup de questions parce que quand on est un employé de ferme dans l'agriculture ou même dans le secteur manufacturier où on travaille 80 heures semaine et qu'on a les enfants, on est comme dans des fois, le lieu de travail est loin, c'est un grand territoire, il y a tout ça, les gens sont fatigués. Est-ce qu'ils sont disposés après le chiffre de 10 heures, avoir un cours de français le soir? Je ne sais pas. Puis il y a aussi l'accessibilité. On sait que ce n'est pas encore toujours facile il y a des listes d'attente de Francisation Québec qui est comme espèce de guichet unique là, où tout le monde fait sa demande pour être francisé. Là. Il y a encore des listes d'attente de plusieurs mois avant de pouvoir faire des cours de français. Ça sera à ajuster. Donc, j'ai fait un petit portrait de chiffres, mais j'aimerais peut-être vous parler maintenant un peu justement de ce que j'avais perçu finalement en me préparant pour cette conférence-là. C'est un peu les tensions qui existent et peut-être parler du contexte aussi de l'immigration. C'est quoi le climat en ce moment? Si je devais répondre par juste une petite réponse simple, je dirais ce que j'ai dit à mon amie Raquel Mella Brito Rodriguez, on va pas la nommer, une amie vénézuélienne qui est venue en visite et qui aimerait bien rester à long terme ici. Donc, elle a obtenu un visa de 6 mois. Euh, Comme vénézuélienne, elle n'a jamais réussi, mais elle a depuis quelques années immigré au Chili. Elle a été naturalisée chilienne, puis à un moment donné, elle a enfin pu venir. Elle était venue il y a 30 ans, c'était connu il y a 30 ans. On était à l'école secondaire, puis elle n'avait jamais pu revenir. Et là, elle est revenue 6 mois, puis elle s'est dit, je vais me faire des perspectives d'emploi, peut-être me magasiner un programme d'études, quelque chose. Et moi, je lui ai répondu, c'est à peu près le pire moment pour immigrer. Heureusement, Raquel, parce que
d'aucuns me trouveraient pessimiste, mais c'est un peu vrai. C'est vraiment difficile. En ce moment, les portes se ferment beaucoup. Mais bon, ça fait 10 ans que je couvre l'immigration. J'ai vu la situation s'aggraver sur certains points, mais elle s'est quand même améliorée sur d'autres points aussi. Euh, mais c'est sûr qu'en termes de perspective, c'est un peu bouché, là, disons, pour moyen terme. Donc, on est dans un contexte aussi où je remarque que le discours, moi, j'ai jamais vu ça de ma perspective journalistique. Le discours est très décomplexé par rapport aux immigrants. Ça, c'est comme, vous l'avez remarqué, ça, c'est comme quelque chose de nouveau. On dirait qu'avant, c'était quand même, depuis, justement, on a fait commémorer les 30 ans du référendum, là, depuis la fameuse phrase la faute au l'argent pour vote ethnique, on dirait qu'on s'est comme collectivement gardé une petite gêne sur ces sujets-là. Et là, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, là, le premier ministre parlait de louisianisation du Québec si Ottawa continuait de faire venir des immigrants sans que le Québec avait son mot à dire. Il a dit qu'il ne fallait pas augmenter les seuils d'immigration pour protéger nos valeurs en précisant que les Québécois n'aiment pas les extrémistes ni la violence, mais comme dans la même phrase, c'était un terrain assez glissant. Il ne fait pas non plus dans la nuance en affirmant qu'à son avis, 100% du manque de logement vient directement de l'augmentation du nombre de nouveaux arrivants temporaires, incluant les demandeurs d'asile. Donc 100%. C'est une citation. J'ai mis guillemets. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, lui, avait déclaré il n'y a pas si longtemps qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait Dany Laferrière qui avait fermement critiqué ça en disant que, c'est parce qu'il fallait un peu, dans le contexte, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui arrivaient, qui quittaient les États-Unis, en fait, parce qu'avec la perspective de Donald Trump qui est revenu au pouvoir, ce n'était pas très intéressant pour eux. Et ben, c'est ça, traiter les Haïtiens de misère du monde, c'était assez injuste, avait dit M. Laferrière, en sachant qu'ils seront la richesse du Québec dans moins d'une génération. Et on pense à Kim Thuy aussi, qui a fortement répliqué à ce discours décomplexé récemment, puis ça a brassé beaucoup de choses. Bon, puis il y a d'autres des partis d'opposition qui surfent certains, je pense que le Parti québécois aussi, qui vraiment associe l'immigration à la crise du logement, à une menace à l'identité culturelle, c'est très, très clair. C'est sûr que d'autres partis, je dois dire comme QS ou Québec solidaire ou le Parti libéral, bon, historiquement, ils ont choisi d'adopter un autre discours pour parler d'immigration, peut-être en soulignant davantage l'apport, que ce soit économique ou sur le plan culturel. Ils ont choisi de miser là-dessus plutôt que les problèmes. Donc, ça témoigne d'une certaine vision du monde. On en pense qu'on en veut. Mais alors, on est dans un contexte où les deux paliers de gouvernement ont le pied sur le frein. Bon, c'est sûr que c'est difficile économiquement. Il y a le coût de la vie qui augmente, les prix des loyers, et les immigrants deviennent des cibles faciles dans le contexte. Moi, c'est un peu comme ça que je me l'expliquerais, comme un inconfort. Puis, en même temps, ben, on fait face au vieillissement de la population. On a des taux de natalité extrêmement faibles. Il y a des entreprises, surtout en région, qui crient à l'aide, qui ont une soif intarissable de travailleurs. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas beaucoup de petits Québécois qui vont cueillir les fraises. Pour ne nommer que cet exemple, il faut se rendre à l'évidence. Donc, c'est comme une première tension que j'ai identifiée. C'est un peu notre besoin d'immigrants versus la capacité d'intégration, ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Ça aussi, c'est un mot très à la mode, la capacité d'accueil. C'est quoi au fond? Ben, ce serait comme le nombre maximal de personnes immigrantes, là, des immigrants, des réfugiés, qu'on peut accueillir sans compromettre la prospérité économique, la cohésion sociale et notre identité. C'est comme une tentative de mesurer les limites objectives d'intégration d'une société. Mais c'est aussi un concept qui a été très critiqué sur la place publique parce que d'abord, il y en a qui disent que ça n'a pas vraiment de fondement scientifique et aussi, finalement, la capacité d'accueil, c'est une question de volonté politique. Au sens où on va, ben, si on veut vraiment avoir des gens, ben, on va mettre les ressources pour les accueillir adéquatement. C'est un peu comme dire, je veux vraiment visiter le Portugal, mais c'est mon rêve dans la vie, mais je choisis mon budget que j'ai, ben, je choisis de le mettre plus sur, je ne sais pas, des restaurants et de la nourriture de luxe versus un billet d'avion. Ben, je veux dire, à un moment donné, il y a comme des choix à faire. C'est sûr que le budget est fini, mais on n'a pas l'argent à l'infini, mais c'est une question d'allocation de ressources, disent certaines personnes. Dans le fond, le nombre d'immigrants qu'on va accepter va être en fonction de ce qu'on va mettre en place comme mesure d'accueil et comme ressources, que disent
que disent certains. Il y a une autre tension aussi qui existe, puis je l'ai évoqué en parlant des craintes de nos dirigeants. Ben, c'est la tension entre l'ouverture sur le monde qu'on veut avoir, puis la question du nationalisme identitaire. Donc, parce que c'est vrai qu'on veut préserver notre langue et notre culture, nos langues, je devrais dire. Parce qu'il y en a plusieurs au Québec, même si on a une officielle. Et on le sait, au Québec, on est très bon pour aussi s'entre-déchirer sur nos valeurs communes, les éternels débats sur la laïcité, la place de la religion, c'est quoi nos valeurs, le récent débat sur la prière de rue, ça vous dit quelque chose, ça aussi. Donc, c'est toute la question du vivre ensemble, comment on vit ensemble, puis comment chacun trouve sa place, puis sans trop brimer les velléités des uns des autres. Il y a aussi cette bonne vieille tension fédérale-provinciale. Moi, je passe tellement de temps à écrire au gouvernement fédéral. Oui, bonjour. Vous avez annoncé un programme pour donner la résidence permanente plus facilement à des demandeurs d'asile qui ont été reconnus comme personnes protégées par l'État. Donc, ils vont là, on vous croit, le commissaire dit oui, vous êtes un réfugié au sens de la Convention de Genève, vous êtes persécuté, on vous accueille. Passez à cette pile ici et attendez 1, 2, 3, 4, 5 ans parce que vous donnez la résidence permanente. Puis le Québec a un petit seuil accueille seulement 2000 disons, réfugiés et demandeurs d'asile par année. Donc, comme vous êtes 50 000, ben, ça va être un peu long. Ça va prendre 20 ans. Et, euh, et là, je dis au Québec, mais pourquoi vous augmentez pas vos seuils? Oui, mais c'est de la faute à Ottawa parce qu'ils ne traitent pas assez vite nos dossiers. Puis là, j'appelle Ottawa, puis, ben non, mais c'est parce que nous, on traite les dossiers. Là, on a arrêté parce que de toute façon, il y en a 20 ou 50 000 qui attendent, ou je ne sais plus. Fait on les traite, mais si le Québec n'ouvre pas ses portes, la porte plus grande, ça ne marchera pas. Donc, c'est tout le temps un peu ces deux paliers de gouvernance, c'est très, très complexe. Et il y a toujours cette tension-là. Et encore récemment, on voyait, c'est ce matin, je pense, c'était Radio-Canada qui écrivait écrivait sur la nouvelle que le ministre Roberge a demandé à son homologue au fédéral, la ministre de l'Immigration, s'il vous plaît, donnez-nous l'argent qu'on a mis pour accueillir les demandeurs d'asile en 2024-2025. On a donné beaucoup d'aide sociale de dernier recours, des soins de santé, bon, différents soins pour accueillir ces gens-là, de l'hébergement et tout ça. Donnez-nous l'argent, s'il vous plaît, pour qu'on puisse ouvrir plus grand nos portes. Ça sert aussi au Québec de dire, ben, c'est la faute à Ottawa qui ne donne pas de sous, puis Ottawa dit, on vous en a donné beaucoup dans les transferts fédéraux, où vous mettez cet argent-là. Donc, les bonnes vieilles chicanes sont toujours là. Je fais un petit aparté sur l'immigration humanitaire, justement, on parle de demandeurs d'asile, parce que c'est un peu mon dada, c'est ça, ça m'intéresse beaucoup. On en parle peu dans les médias, fait que je me fais comme un devoir, sans mauvais jeu de mots, d'en parler le plus possible, parce que c'est vrai que moi, je trouve que ça occupe vraiment une place essentielle dans la politique migratoire. C'est-à-dire, ça incarne vraiment l'engagement qu'on a vers notre prochain, finalement. Donc, envers les personnes réfugiées en situation de détresse qui viennent de l'étranger. Et surtout qu'il y a une convention à laquelle dont le Canada est signataire, la Convention de Genève, la Deuxième Guerre mondiale, qui dit qu'il n'y a pas personne qui peut être refoulé, qui prétend être persécuté dans son pays. C'est pas vrai qu'on peut fermer nos frontières. Ça ne sera pas possible. Et surtout que le Québec, traditionnellement, et le Canada, on était des champions en matière d'accueil des réfugiés, de parrainage. On avait des programmes de parrainage qui sont étudiés en Australie, qui font l'envie de bien des pays du monde. Donc, c'était maintenant au Québec complètement devenu moribond, mais on parlait. Donc, c'est ça. Donc l'immigration humanitaire, c'est un peu un cadre partagé. C'est sûr que c'est beaucoup le gouvernement fédéral qui est signataire de la Convention. C'est lui qui dit on accueille un nombre de réfugiés. Certains proviennent des camps de réfugiés, d'autres, c'est bien sûr, ben, ils arrivent voie maritime, à pied, par la frontière, etc. Puis, euh, la demande est traitée au niveau du fédéral, mais le Québec s'est quand même mis des seuils pour dire, ben, on va les accueillir, là, mais ça va un petit peu au compte-goutte au fil des ans. Fait que pendant ce temps-là, les réfugiés sont ici, mais ceux qui sont au Québec, par exemple, qui ont été reconnus par le gouvernement fédéral, ben, ils sont un petit peu dans une sorte de limbe pour attendre vraiment de s'intégrer pleinement
à la communauté. Et surtout, ce qui est très difficile, c'est que tant qu'ils n'ont pas la résidence permanente, ils ne peuvent pas entamer les démarches pour faire venir leur conjoint, conjointe, enfant rester derrière. Donc, c'est très difficile. Encore une fois, les enjeux, c'est pour respecter les engagements internationaux auxquels le Canada a souscrit. Puis en même temps, il y a la capacité d'accueil du Québec, c'est vrai, je veux dire, ça doit faire partie de la réflexion, ou en tout cas, à tout le moins, faut voir aussi où pourraient aller ces gens. Est-ce qu'on peut absolument accueillir toutes les personnes qui viennent et qui demandent l'asile? Ou comme le demande le Québec, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une meilleure distribution, finalement, à travers le Canada? Euh, alors, c'est ça. Donc, l'immigration humanitaire, ben, c'est aussi tous les programmes spéciaux dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières années, les Ukrainiens, les Palestiniens, il y a eu les Afghans, les Ukrainiens, on dirait qu'on a déjà oublié. C'est terrible. On a aussi les anges gardiens. Vous vous rappelez, pendant la pandémie, toutes les personnes qui ont travaillé, les travailleurs de la santé, qui ont travaillé, il y avait certaines conditions. C'est un programme du gouvernement fédéral à la base qui a dit on va on va quand même remercier ou on va quand même être gentil, ouvert et puis donner une sorte de récompense à toutes ces personnes qui ont quand même risqué leur vie, qui ont été au front, qui ont finalement tenu à bout de bras nos hôpitaux, nos établissements de santé, puis sauver les vies de nos concitoyens, concitoyennes. Donc, on va ceux qui sont des demandeurs d'asile ou qui sont en attente d'un statut, on va leur donner le statut. Il y a bien sûr des conditions. Le Québec a tergiversé, est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on n'embarque pas? Parce qu'encore une fois, le Québec, on prend nos propres décisions comme des grands, comme sociétés distinctes. Ça a beaucoup discuté. J'oserais dire qu'à ce moment-là, je me rappelle d'avoir couvert ça, puis les médias en ont pas mal, pas juste moi, là, tout le monde, on s'y est mis, là, dans tous les médias, tous les journaux, toutes les télés. On a beaucoup écrit là-dessus. C'est comme un sujet qui revenait. Je pense qu'ils ont dû sentir une petite pression au ministère de l'Immigration. Puis à un moment donné, la ministre à l'époque, Nadine Giraud, a fait comme OK, on embarque. Mais c'était très balisé, puis c'était juste les gens qui avaient travaillé entre telle date, puis qui avaient accumulé un certain nombre d'heures. Donc c'était très à la québécoise. Mais quand même. Et c'est ça. Donc, c'est aussi les anges gardiens, la catégorie humanitaire. Puis aussi toutes les familles qui, au final, par exemple, font une demande d'asile, sont déboutées, font appel, ça ne marche pas, trouvent refuge dans une église, par exemple, puis se disent là, nous, on va être expulsés, puis on ne peut pas retourner chez nous. Vous ne nous avez pas cru, on ne peut pas, c'est trop difficile. On est victime d'extorsion, on habite dans des lieux où la mafia est omniprésente, les cartels de drogue. On ne peut pas y aller sans risquer la vie de notre famille. Et donc, ces gens-là, à un moment donné, des fois, passent un an dans l'église, 2 ans. Il y a eu un cas, il y a un cas récemment à Sherbrooke où la famille a passé à Plymouth Trinity Church passé un an, mais il y a eu des cas, je me souviens, quand je suis commencée en journalisme, je n'étais pas encore à l'immigration, mais il y avait une famille qui avait passé comme 3 ans, une église anglicane, je crois, du centre-ville. Et donc, à un moment donné, après des années, on se dit, bon, les enfants vont à l'école, les deux parents travaillent, ils parlent français. Les enfants, il y en a, je veux dire, sont arrivés il y avait un an, ils n'ont même pas connaissance de c'est quoi le Mexique, ils n'ont plus aucun réseau là-bas, tout a été vendu, ils n'ont plus de lien. Peut-être qu'on pourrait leur accorder la résidence permanente pour des motifs humanitaires. Surtout, c'est des gens qui font du bénévolat, qui sont intégrés, qu'on veut avoir finalement et qui sont en emploi. Donc, si ça coche toutes les cases, ils vont pouvoir obtenir la résidence permanente pour motifs humanitaires. Encore une fois, c'est le Canada qui octroie ça. Et si ces personnes-là ont, je dirais, ça va avoir l'air subjectif, mais en toute objectivité, si ces gens-là ont le malheur d'être au Québec, ça va prendre 25 ans et plus parce qu'il y a 400 personnes par année dans cette catégorie-là qui peuvent être accueillies par le Québec. Et il y a des milliers et des milliers de familles, de personnes à qui le gouvernement fédéral a dit oui, on reconnaît votre intégration, on vous donne la résidence permanente pour motif humanitaire, mais à l'autre bout du pipeline, c'est pas aussi rapide. Donc, c'est un fait. C'est très, très long. Et évidemment, il y a tous les réfugiés pris en charge par l'État. Ça, donc, c'est les réfugiés que le Canada
va disons, chercher, inviter qui sont dans les camps de réfugiés en Ouganda, en Tanzanie, en plein endroit du monde et qui sont sur la liste du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Gens souvent très démunis, c'est comme un peu la... Parce qu'à un moment donné, ces gens-là seraient jamais les heureux élus d'être choisis. Fait qu'on on y va avec des critères de gens de vulnérabilité, vraiment des gens qui vivent des grandes difficultés. Donc, récemment, je pense à une famille de l'Esprit qui a été accueillie dans un camp en Tanzanie, puis ils ont 9 enfants. Donc, on les a accueillis quand même. Et le Québec fait sa part. Donc, c'est le fédéral choisit, puis redistribue. Puis le Québec, encore une fois, avec son nombre assez réduit, mais quand même fait sa part. Puis il y a 14 villes au Québec qui réinstallent ces gens-là, qui a comme un fonds, là, puis un organisme désigné dans chacune des 14 régions, 14 grandes villes. Et puis ces gens-là sont réinstallés. Et enfin, dernier petit parrainage, petite catégorie qui est le parrainage collectif. Est-ce que vous avez entendu parler des réfugiés syriens? Sans doute. Ça fait déjà 10 ans. Mais justement, ça a été moi mon baptême de feu quand j'ai commencé il y a 10 ans en immigration. Le premier ministre Justin Trudeau venait d'être élu. Et dans sa campagne, il avait promis 25 000, l'accueil de 25 000 réfugiés syriens. Alors, ça s'est fait. La promesse était tenue, ça a même dépassé. Et à l'époque aussi, il existait ce qu'on appelle le parrainage collectif, qui était dans le fond des églises, des organisations religieuses, des groupes 2 à 5, ça peut être qui, on forme un petit groupe, on est une petite famille, on veut accueillir des gens. Si on se qualifiait sur le plan financier, on pouvait se porter garant pendant 1 an de la famille qu'on accueillait. Et ça a connu un grand succès. Et après, le programme a connu toutes sortes d'histoires. À un moment donné, il y a eu malheureusement des abus de la part d'églises qui n'en étaient pas ou qui ont un petit peu fait un petit entourloupe à leur valeur de bons samaritains et d'accueil, puis qu'il y en a qui ont finalement, malheureusement, euh, profité c'est-à-dire qu'ils demandaient aux réfugiés de faire un don à l'église ou de payer. Et ça a donc créé évidemment beaucoup de problèmes parce que ce n'était pas permis par la loi. Alors, je connais des églises que je n'aimerais pas dans certaines régions proches de Montréal qui ont complètement rénové leur sous-sol ou leur nef grâce à cet argent-là. J'en ris, mais c'est vraiment pas drôle. Moi, j'avais sorti une enquête à l'époque en 2021 avec un collègue au devoir. On avait vraiment obtenu des documents internes à IRCC qui étudiaient toutes les possibles fraudes. Le Québec avait suspendu, il y avait 18 de ces organisations-là qui étaient au Québec. Il avait suspendu le droit de parrainer des réfugiés. Donc, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui faisaient une très bonne job, qui ont été aussi un peu sanctionnés au même moment, dont on a suspendu le droit de faire du parrainage. Il y avait le Diocèse de Montréal, il y avait des organisations comme Aïdoun de la communauté arménienne, il y avait, il me semble que c'était les églises Saint-Yves, il me semble, à Québec. Oui, il y en avait plusieurs, Action Réfugiés Montréal, euh, donc d'organisations qui étaient expérimentées. Là, Action Réfugiés Montréal, ils font ça depuis 40 ans. Là, qui malheureusement ont perdu un peu ce privilège-là. Puis en ce moment, le programme est suspendu encore. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Donc, c'est un peu sur la glace et c'est très triste. Mais ça reste que moi, c'est un peu comme ça que je suis entrée dans, dans le vaste monde de l'immigration avec le parrainage humanitaire. Puis à l'époque, j'avais eu le privilège de suivre de très près, j'avais entendu parler, en fait, un ami d'amis, tu sais, des connaissances qui disent, hey, nous, on se sentait tellement impuissants. Donc, deux petites familles, c'est deux copines, en fait, qui ont dit, est-ce qu'on parraine une famille de réfugiés syriens? Alors, ça a été leur projet, ils ont impliqué les enfants là-dedans. Ils ont commencé à chercher sur Facebook des groupes, puis ils ont trouvé une organisation qui semblait être pour aider les enfants syriens. Alors, avec les Google Translate à l'époque, ils se sont mis à essayer de communiquer. Bon, ils parlent anglais finalement, la personne syrienne, le monsieur qui était derrière le compte. Et puis bref, de fil en aiguille, ils se sont dit, hey, on voudrait vous parrainer, vous et votre famille, ça irait? Et puis, ben, j'ai eu vent de ce parrainage-là et ils m'ont ouvert les portes. Alors, j'ai eu le privilège pendant à peu près 2 ans de suivre toutes les étapes du parrainage. J'ai fait des articles, c'était la famille Darwish. J'ai fait des articles sur quand la famille était encore en Syrie, a fui vers la Turquie. Donc, à un moment donné, on a fait un FaceTime. J'étais chez les Québécois
C'était pour être les parrains de cette famille. Eux, ils étaient en Turquie. À un moment donné, ils ont eu des problèmes aussi. Monsieur pouvait pas être victime de racisme là-bas, ne pouvait pas travailler. Il y a eu des délais, des pertes de passeport, des situations. J'ai écrit là-dessus jusqu'à leur arrivée à Montréal en mois de décembre, en pleine tempête de neige avec les deux chats dans les petites cages de chats parce qu'il y avait toute une communauté qui s'était mobilisée pour payer pour les chats parce que les enfants disaient, mais on ne veut pas immigrer en laissant nos chats derrière. Donc, c'était vraiment pour le récit, c'était extraordinaire. Donc, à l'aéroport, leur premier Noël, les premiers pas dans la culture, dans l'intégration, les enfants à l'école, tout ça. Fait que je les ai suivis, j'ai dû écrire une quinzaine de textes. Ça a été vraiment un merveilleux privilège. Puis ça a été un moment fort de ma pratique parce qu'il y avait une réelle adhésion de nos lecteurs aussi. Les gens voulaient avoir des nouvelles d'eux, ils m'écrivaient, qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait longtemps que vous n'en avez pas parlé. Puis c'était vraiment, vraiment chouette. Puis je me rendais compte du pouvoir aussi parce que ce que j'aimais aussi de ces récits-là, moi j'adore faire ce qu'on appelle des features. Donc c'est comme aller sur le terrain, puis vraiment, puis je pouvais décrire quand ils ont vu la neige, ce qu'il y avait dans leurs yeux. Je pouvais vraiment, quand j'étais là à l'aéroport, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était tellement fort parce que c'était tellement parlé, la famille québécoise, puis les Syriens et Darwish à distance, mais de se serrer dans les bras, de comprendre que ces gens, bon, toute la générosité de part et d'autre, l'espèce Puis je comprenais qu'ils étaient en bonne main, puis que j'espérais surtout que ça se passe bien, parce qu'on a beau migrer ailleurs, fuir la guerre, mais des fois, c'est quand même un choc d'arriver à quelque part. Alors, j'ai eu cette grande chance-là, puis j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance aussi, parce que là, les Syriens, c'est qui elle, là, la journaliste qui est tout le temps là, à prendre des notes, puis il fallait pas que je sois un personnage dans l'histoire non plus. Souvent, je sais qu'ils m'écrivaient, qu'est-ce que tu penses de si je vais, est-ce que tu connais une mosquée dans le coin ou est-ce que tu connais pour les enfants, je pense que l'école serait mieux. Puis moi, je suis comme, OK, je suis pas un agent d'intégration, je suis journaliste, il fallait vraiment que. Mais en même temps, j'ai eu la chance ils m'ont fait confiance parce qu'on sait qu'en série, donc les journalistes, souvent, tout à la solde de l'État, il n'y a pas vraiment de liberté de presse. Mais ils ont compris que ça ne se passait pas comme ça chez nous, puis ils m'ont ouvert les portes de, de leur vie, finalement. Donc, ben, on entre tranquillement dans le bout le plus fun pour moi de parler de comment je fais mon travail. Un peu parler de ma pratique, de ce que j'observe, des dilemmes que je ressens aussi des fois de traiter un sujet plutôt qu'un autre, puis qu'est-ce qui guide mes choix aussi. Parce qu'il y a toujours des choix à faire, là. Ça arrive comme jamais une journée que je me dis, aujourd'hui, il n'y en a pas de sujet. Ça ne me rappelle pas que j'ai dit ça à mon patron récemment. Euh, oui, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai compris très, très vite, en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé dans la foulée de Bouchard-Taylor, des accords récemment. Donc, il fallait vraiment faire attention. Puis on découvrait plein de choses aussi à ce moment-là. Je me rappelle que j'avais dû parler à un chef de pupitre qui, sans s'en rendre compte, illustrait systématiquement mes textes quand je parlais de laïcité, parce que vous vous rappelez, les questions portaient beaucoup sur la charte des valeurs aussi. Quand le petit intervalle péquiste de 18 mois, on avait M. Drainville, c'est drôle, on oublie ça, mais il est ailleurs, là, mais M. Drainville qui s'occupait de cette charte-là, la première ministre Pauline Marois lui avait donné ce mandat. Donc, on avait M. Drainville qui essayait l'interdiction des signes religieux, hein, et finalement, à chaque fois qu'on parlait du sujet dans les médias, c'était illustré par une femme qui portait le voile. Et en fait, on se rendait compte, et c'est vrai, ça a été l'époque où j'ai reçu le plus d'insultes. Des fois, bon, on n'est pas, c'est pas pour me disculper, mais on n'est pas toujours responsable. Les journalistes, en fait, jamais, souvent des titres, des fois des bonnes vignettes, des photos qui sont mises. Donc, c'est sûr qu'on est comme, oh, la photo, je ne l'ai pas choisie. Il fallait se parler. Mais ça reste que, bon, comme média, on est responsable. Puis à un moment donné, on est intervenu parce que c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Parce qu'on le sait, on dirait que le gouvernement, ce qui le dérange, c'est les signes ostentatoires. Mais au fond, c'était pas juste de toujours mettre une femme voilée, en plus sachant que elles allaient porter l'opprobre de tout ça, puis que c'était elles les plus discriminées au final. Euh, donc, j'ai compris vite qu'il fallait marcher sur des œufs, faire vraiment très, très attention. Mais bon, c'était un défi que j'avais envie de relever.
Et puis depuis, ben, comme journaliste, j'avais comme des objectifs je réfléchissais, puis ça reste toujours d'informer, de contextualiser. Moi, je trouve ça bien important, le contexte, parce que juste dire une nouvelle comme ça, c'est comme, là, je vous avais dit, le gouvernement du Québec choisit d'accueillir 45 000 migrants permanents. Ben là, vous savez pas, c'est-tu une baisse? Si je vous dis c'est le moins pire des trois scénarios, c'est-à-dire le plus généreux, parce que vous savez, mais il faut le dire que c'est une baisse quand même, même si c'est. Donc, tu sais, toujours mettre en contexte, rappeler pour vraiment qu'on ait puisse mesurer l'impact d'une nouvelle. Et puis humaniser, je dirais. Parce que c'est ça, parce que je trouve que je ne suis pas une personne de chiffres, je dois en faire pour le travail. C'est-à-dire, je dois décortiquer des rapports. Puis oui, l'immigration, c'est des chiffres. On n'a pas le choix. Il y a les orientations la semaine dernière. Il faut qu'on décortique ce que ça signifie. Mais justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact sur les humains. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, enfin, c'est là que je me sens utile, hein, c'est un peu ça qu'on cherche aussi toujours dans notre travail, mais c'est de donner une voix aux sans-voix. Puis des fois, je suis consciente que ça va toucher. Tu sais, l'immigration humanitaire, souvent, des fois, je me suis demandé, les autres médias, la presse, ils ne font pas souvent, ils font quand même bien, mais je me dis que c'est beaucoup moi qui traite de ces sujets-là. Puis je me dis, mais oui, mais c'est bête, là, je le dis, mais qui ça intéresse, là, au final? Les principaux intéressés, qui sont assez peu nombreux. Puis je me dis, bon, c'est déjà nous tous, là, qui s'intéressent à l'immigration au sens où euh, on n'est pas tous des immigrants, là, puis c'est beau, là, on ne sait pas exactement ce qu'ils vivent, puis ça reste l'immigration humanitaire, des gens qui viennent de loin, qui viennent chez nous. Est-ce que vraiment il faut s'en préoccuper? J'ai senti ça qu'il y avait un peu de ça dans pas une volonté de faire un sujet, ou de moins en parler. Alors, moi, j'ai trouvé ça important. Je me suis dit, tiens, je vais porter ce drapeau-là. Puis, ben, quand je fais mon travail, c'est sûr que je réfléchis constamment sur les biais, les angles que je choisis, le type de sujet. Tu sais, je disais tantôt qu'on était des fois un quatrième pouvoir parce qu'on rétablit les faits, mais tu sais, je suis aussi très consciente des limites du traitement médiatique. Il m'est arrivé dans ma vie de publier des choses et ça, c'est merveilleux. Et le lendemain, le ministre change d'idée. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça m'est arrivé une fois assez récemment. J'avais écrit sur un malheureux, un homme qui avait une agence de placement de travailleurs étrangers, justement, et qui leur disait, voilà, vous allez avoir un permis de travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, vous êtes ouvrière paysagiste. Bon, mais fait que je vous fais un permis de travail. Mais finalement, c'est vous, moi, je connais un employeur dans le Bas-Saint-Laurent qui a plus besoin de préposés aux bénéficiaires. Fait que vous allez aller travailler là-bas. Puis là, les gens disaient, oui, mais il me semble que c'est écrit ouvrier paysagiste, puis c'est écrit que j'ai pas le droit de travailler dans une autre région de Montréal et dans un autre emploi qu'ouvrier paysagiste. Non, 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 c'est pas grave. Et ces gens-là, en fait, étaient dans l'illégalité et risquaient l'expulsion. Alors, cette personne mal intentionnée a trompé des centaines de personnes. Puis on a réussi, puis depuis plusieurs années, malgré plusieurs avertissements, et elle avait même l'autorisation de la CNSST, elle avait le certificat qu'elle était une agence qui pouvait autoriser à fonctionner. Alors, quand on a un peu dénoncé la situation, ben, le lendemain, le ministre Boulet du Travail a dit je ne peux pas décider à leur place, mais je pense que la CNSST est en train de révoquer le permis de cette agence-là. Ça fait un peu ça fait du bien. Donc, des fois, ça arrive effectivement qu'on. Mais bon, on a cette limite-là quand même. On ne peut pas tout régler. Dans mon quotidien, comment je choisis mes sujets? Ben, c'est des sources diverses. C'est des rapports publiés, des demandes d'accès à l'information, des conversations de couloir, des organismes qui me contactent, des déclarations de politiciens, bien sûr, et des courriels de témoignages aussi. Je vous dirais que de plus en plus, je dirais depuis les 2, 3, 4 dernières années, c'est même la majorité des sujets que je finis par traiter, ça m'arrive par un appel, quelqu'un qui m'écrit un courriel, Madame, j'ai lu il y a 1 an, vous aviez écrit sur tel sujet, ou par exemple, vous écriviez beaucoup sur les anges gardiens. Je suis une de ces personnes. Ça fait 4 ans que j'attends ma résidence permanente. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe? Tous mes amis l'obtiennent, qui ont été des anges gardiens, donc des travailleurs de la santé. Puis là, on fait des petites recherches, on se rend compte qu'il y en a quand même encore à peu près 1000 qui ne l'ont toujours pas, bien qu'on leur a promis il y a 4 ans, puis etc. Donc, c'est des témoignages qui rentrent comme ça dans la boîte courriel, par téléphone.
Et puis, voici des gens qui disent, voici mon histoire. Et un des constats que je fais beaucoup aussi, c'est que des fois, parce que je ne peux pas retourner tous les appels, je les réponds toujours aux gens, j'ai bien reçu, vous avez l'air de vivre une situation très, très difficile. J'essaie de, mais je travaille sur tel sujet en ce moment, ou mais relancez-moi un peu plus tard si jamais, ou j'essaie, mais en fait, des fois, ce que je me rends compte aussi, c'est que les gens ont juste besoin d'être écoutés. Ils ont encore besoin de se déposer quelque part. Ils ont besoin de. euh, je me rappelle d'une dame qui m'avait appelée. J'avais écrit sur des infirmiers qu'on a fait venir masse du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de plusieurs pays d'Afrique francophone qu'on a dit, on est allé les recruter, on a dit, vous êtes infirmière dans votre pays, on va vous former ici 1 an dans des cégeps et vous allez avoir un permis de travail et ensuite une résidence permanente et vous allez travailler pour nous et on est très heureux et on va vous soutenir dans ce processus-là. Vous allez avoir une allocation, vous pouvez venir avec votre famille. Et on se rend compte que finalement, il y avait énormément de personnes qui échouaient pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs enfants ils sont venus avec leurs 4 enfants, mère monoparentale, 3 enfants dans une école, l'autre dans une autre école. La distance en Gaspésie, j'ai pas de voiture finalement, comment ça, il n'y a pas d'autobus. L'hiver, je dois aller à l'école, si j'ai un enfant malade, je manque le cours, je peux être mise dehors du programme. Euh, à étudier toute la journée, le soir s'occuper des enfants où on a le temps un petit peu de reviser pour se préparer à l'examen. Des fois, des difficultés aussi, évidemment, la matière n'est pas la même tout à fait. Le fonctionnement de notre système de santé n'est pas le même que dans le pays d'origine. Donc, un gros, gros choc culturel, pas de ressources suffisantes, beaucoup d'échecs et beaucoup de racisme dans les régions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme. De genre, ben, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi, tu as 2 pieds dans la même bottine? Ici, on s'active, les infirmières, c'est pas le médecin qui vient de dire quoi faire. Bouge-toi. Et ça, je l'ai écrit dans un article, c'est quand même, j'ai du mal à le répéter, mais à vous, dans le fond, les Africains, vous êtes comme des animaux, c'est pour ça que tout le monde s'est entretué au Rwanda, choses comme ça, là, sur le terrain, là. Alors, ça crée un climat extrêmement difficile sur le plan psychologique et, bien sûr, ben, il y a eu beaucoup de difficultés, ben, d'échecs puis de difficultés. Euh, je savais que j'allais perdre pourquoi je racontais ça, mais en tout cas, c'est une histoire de plus. J'ai envie de vous dire, de parler de la difficulté un peu des fois de traiter du sujet de l'immigration. Mais c'est des défis, en fait. C'est que d'abord, les 2 paliers de gouvernement, ça, je l'ai évoqué. Il y a des interlocuteurs aussi qui en disent le moins possible. Vous devriez voir des conversations avec IRCC des fois. C'est soit des copier-coller du site Internet. Je me dis, bon, j'aurais pu trouver l'info moi-même. Puis ça prend 3 jours avant d'arriver, cette réponse-là. Ou soit c'est une petite ligne, un peu un petit message sibyllaire de nous avons à cœur de traiter le plus rapidement possible les demandes de nos anges gardiens qui nous ont prêté main forte durant la pandémie. Nous faisons tout en notre pouvoir pour accélérer les délais. OK, mais ma question, c'était combien? Pourquoi ça prend 4 ans? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi d'autres l'ont obtenu et d'autres pas? C'était plus nuancé que ça, mais je reçois 2 phrases comme ça. Je fais bon, je fais avec ça. L'immigration, c'est beaucoup de chiffres et de statistiques, je le disais. Puis des fois, on s'y perd. Hein, ça dit quoi, un demi-million? C'est des concepts aussi difficiles à comprendre. Juste comprendre la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile. Même moi, au début, je confondais. Le demandeur d'asile est dans le processus. Le réfugié, c'est une personne qui est reconnue comme personne à protéger par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, c'est pas la même chose. Un demandeur d'asile, il est dans le processus, il a obtenu encore son statut. Donc, c'est un peu différent. Bon, c'est beaucoup de données, des programmes qui changent tout le temps. Comme là, il y a quelques mois, j'écrivais sur la suspension du PEC. Là, c'est l'abolition. Est-ce que dans 3 jours, il y a une manif lundi? Est-ce que les gens vont convaincre le gouvernement de reculer? Je ne sais pas. Mais ça change beaucoup. C'est beaucoup c'est très polarisant aussi comme sujet. C'est constamment, moi, je reçois soit des fleurs, des insultes, pardon, des insultes, des fois les deux. Bon, OK. Beaucoup, beaucoup, ça vient nous chercher. Ça vient chercher les gens. Puis c'est aussi beaucoup d'histoires humaines, crève-cœur, des histoires vraiment, vraiment qui m'habitent, que je porte. Puis ben, comme tous aussi, vous connaissez des gens, tu sais, puis on a tous des histoires, mais
Des fois, c'est des belles histoires. Des fois, c'est comme, ah, ça fait du bien, ça. Je me rappelle d'une histoire où c'était justement ce programme qu'on appelle, le jargon, les IDHC, les infirmiers diplômés hors Canada. Euh, et je me rappelle, il y a eu donc plein de petits groupes qui ont été, c'est un peu partout dans le Québec qu'ils ont été installés dans différents cégeps. Il y en avait qui allaient au cégep de Granby. C'était, si je ne me trompe pas, il y a déjà presque 2 ans. C'était l'été, puis ben, pénurie de logement quand même partout. Et il y avait un jeune entrepreneur immobilier, Alexandre Bouchard, qui avait plusieurs portes à Granby, mais qui s'est dit, et qui venait d'acquérir une église. On va retrouver le nom. Je m'en veux de pas avoir pris le nom. Qui était à l'abandon. Moi, je vais faire des logements. Le presbytère, tout ça. Et l'Église, il y avait d'autres projets. Puis il a dit, ben, en attendant, je vais l'offrir en priorité à ces étudiants-là qui avaient nulle part. Ouais, puis c'était beaucoup trop cher. Fait que ça faisait du bien. Ça, c'était un bel après-midi, là. Puis j'y voyais, puis le promoteur immobilier, là, jeune, à peine 30 ans, vraiment quand même riche. On dirait que je me serais dit, il y a peut-être d'autres choses. Puis il emmenait large, tu sais, je me dis peut-être d'autres choses à faire. Puis le soir, il allait les chercher, puis ils amenaient au restaurant, puis ils amenaient à Cage au Sport voir un match de sport. Puis je trouvais ça quand même franchement chouette qu'ils prennent ce temps-là. Puis des fois, on croise évidemment des belles histoires. Puis il faut en parler, parce que c'est vrai que les journalistes, on est assez pessimistes. Euh, je dis aussi souvent que l'immigration, c'est difficile à couvrir comme sujet parce que tout le monde, on est tous allés à l'école. On a eu des enfants qui sont allés à l'école. Fait que là, on sent qu'on connaît ça, le système d'éducation. Puis on peut dire quand même, moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Puis je connais ça. T'sais. Même chose de la santé. On est tous allés à l'hôpital. On est tous un proche. On connaît le système de santé, là, les urgences. On peut témoigner que c'est long. Là. Mais l'immigration, si on n'a pas immigré, jamais. Il y en a qui n'ont pas pu voyager aussi. T'sais. Puis même quand on voyage, on n'est pas tant que ça un immigrant. On est un nomade, mais on revient chez soi, puis on n'est pas en quête d'un statut ou d'un privilège. Donc, pour ça, je me dis, c'est toujours difficile de faire adhérer les gens à, c'est ça, à un sujet en immigration. Souvent, je me dis, ben, c'est sûr, on va publier un article sur les longs délais d'urgence, là, à l'urgence à tel endroit, là, puis là, tout ça va être l'article le plus lu, puis là, ça va rouler, tout le monde va parler de ça. Puis moi, j'écris quelque chose sur un programme d'immigration humanitaire qui ferme. Je me dis, bon, ça intéresse qui? C'est difficile des fois d'aller. Fait que moi, je me suis dit, j'ai fait le pari, j'ai compris que ce qui fonctionne, c'est d'aller toucher les gens dans ce qui nous rassemble, en immigrants et non-immigrants. C'est-à-dire, je parle d'une mère de famille. Moi, quand je vois une mère de famille africaine qui me dit, Madame, j'ai encore le souvenir d'une très belle histoire. C'était, je pense, une Camerounaise qui avait dû fuir du jour au lendemain. Elle avait travaillé pour le gouvernement dans un institut de santé publique, puis elle avait vécu une agression par quelqu'un de ses hauts placés. Elle avait dénoncé, son poste était en jeu et en fait, c'était très politique aussi à ce moment-là. Et à un moment donné, il y a un ami qui avait dit, j'ai entendu en haut que si t'es pas parti demain, tu rentreras pas chez vous. Ça était en danger de mort. Donc, il a dit, si tu veux, j'ai un ami qui peut te reconduire à la frontière. Donc, le soir même, elle a pris ses 2 petites filles, elle les a serrées dans ses bras, elle les a confiées à sa mère. Et elle est partie, elle a traversé en voiture, je pense, jusqu'au Sénégal, puis de là, l'avion est arrivé au Canada. Elle a obtenu le statut de personne protégée, mais elle n'avait pas encore la résidence permanente. Et tant qu'elle ne l'avait pas, elle pouvait la démarche de faire avec ses filles. Est-ce que ça se fait en maintenant? Et ça faisait 3 ans. Puis elle dit, mes enfants me disent, maman, tu nous abandonnes, pourquoi tu es partie? Puis j'ai organisé la fête de ma fille, de ma plus jeune, en parlant à une voisine à distance, en lui disant, tu sais, elle aime beaucoup le rose, achète-lui des ballons. Elle dit, je suis cette mère-là qui est dans un écran depuis 3 ans, mais qui ne comprend pas ça? Quelle mère ne peut pas comme s'associer à ce discours-là? Puis j'essaie toujours de faire ressortir c'est ça, ce qui nous rassemble finalement. Tu sais, on est tous presque des parents, on a été des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui fonctionnait en fait. Euh, c'est sûr que des fois, on en parlait, Martin, on a des discussions avec mes patrons au devoir qui disent ouais, mais là, tu vas-tu écrire sur. Parce que j'ai beaucoup écrit sur. Et je dois vous dire, ça, c'est incroyable. Alors, fait d'armes dont je suis très fière, mais c'est quand? C'est il y a 2 semaines.
Donc, j'ai beaucoup écrit sur des expulsions. Donc, des avocats qui m'appellent demain, telle personne, première heure, est expulsée, mais ça n'a pas de sens. Sa femme est enceinte de 9 mois. Je dis, pourquoi maintenant? Genre, on a appris que l'enfant a une malformation. En plus, ça ne pourra pas vivre ça toute seule, etc. OK, donc on parle à la machine, on pose des questions, puis des fois, ah, c'est drôle. Des fois, on a le temps d'écrire le texte, des fois, même pas, on pose des questions, puis c'est comme, on a obtenu le sursis, finalement. Donc ça, quand on est plusieurs médias à se mettre, ça fonctionne d'habitude assez bien. Ça dépend, ça dépend. Mais le ministre est toujours, publiquement, il n'aime pas bien ça, là, comme, vu comme la personne cruelle qui va déporter quelqu'un. Et il y a 2 semaines, c'est ça, il y a eu une dame, c'était fou. L'été dernier, elle faisait partie. Elle avait malheureusement, je crois que c'est surtout des Haïtiens qui avaient traversé à pied des États-Unis vers le Canada, dans les cantons de l'Est, dans un réseau de passeurs. Donc, c'était complètement vulnérable. Elle avait du problème. On donnait beaucoup trop d'argent pour ça. Le chauffeur de la voiture a eu un accident pendant la nuit, pendant qu'il roulait. Dans la camionnette, il y a eu plusieurs personnes blessées gravement. Il y avait une femme enceinte de quelques mois qui a eu une bassin fracturé, qui a eu des graves, ils l'ont emmenée à l'hôpital, etc. Bon, ils se sont rendus compte que c'est ça, il est entré de manière irrégulière au pays. Donc, voilà, ça récupère. Et elle reçoit un avis d'expulsion. Et en fait, elle était, il y a 2 semaines, à 7 mois de grossesse, avec encore de la difficulté à marcher. Et on voulait l'expulser vers les États-Unis où elle aurait probablement été détenue et où les avocats essayaient de demander, mais est-ce qu'elle va avoir les soins? Parce qu'en plus, elle était diabétique et elle avait des problèmes de diabète de grossesse, donc d'hypertension. Donc, et il y avait le médecin qui avait dit, cette patiente ne doit pas quitter le Québec, ne doit même pas quitter l'hôpital en ce moment. Et elle avait un avis de déportation et je ne peux pas comprendre comment ça se pouvait, mais il y a une avocate qui m'a appelé, il était midi. J'ai fait OK. J'ai pris toutes les informations. Elle a été généreuse, elle m'a fourni la lettre du médecin. J'ai pu parler à la dame haïtienne qui était à l'hôpital. Elle a accepté de me parler. Elle était en larmes, en état de choc. Elle m'a raconté rapidement son histoire. J'ai fait des petites recherches. J'ai écrit des questions à l'Agence des services frontaliers. J'ai écrit à IRCC. J'ai parlé à un organisme. J'ai fait toute ma tournée d'infos. J'ai écrit un texte. J'ai parlé des députés qui avaient été mis au courant que ça n'a pas de bon sens. J'ai écrit le texte. Ma journée était finie. Je suis partie souper. J'ai eu un texto. Ah, déportation annulée. OK. C'est bon, pas la plus rapide, celle-là. J'ai OK, on réécrit le texte. Finalement, la personne qui devait être déportée ne sera pas. On a changé le titre. On a tout rechangé. Tout le texte a été complètement, entièrement réécrit. Mais tout ça pour dire que mes patrons souvent se demandent, oui, mais est-ce qu'à chaque personne qui va être expulsée, on va écrire quelque chose? Puis c'est vrai que c'est une bonne question, une très bonne question. Moi, je dis toujours, c'est vrai, il faut qu'il y ait comme un... Il y a la notion d'intérêt public en journalisme, on s'en sort pas. Je me dis, il faut qu'il y ait quand même... euh, donc, non, non, ben, c'est tout simplement par manque de temps et de ressources. Là, je ne pouvais pas à tous les jours écrire un sujet. Donc, ça sort une expulsion. Il faut parler d'autres choses aussi. Donc, fait qu'on a cette réflexion-là, mais je me dis quand même, souvent, on écrit sur un sujet, puis je me dis, je suis quand même capable de trouver 2, 3 personnes qui ont cette même situation-là ou trouver un angle nouveau. Par exemple, déporter quelqu'un qui est blessé, c'est un sujet en soi. Je veux dire, que c'est déjà arrivé. Puis finalement, j'ai appris, quand cet article est publié, j'ai un autre avocat qui m'a appelé, il dit, Madame, je représente un homme qui était dans cet accident de voiture, qui est aussi blessé et qui va être déporté lui aussi. J'ai dit, mais on dit, OK, c'est pas un cas unique. Donc souvent, c'est comme ça qu'on se raccroche à l'intérêt public. Euh, je terminerai en disant, parce que je vais le temps filer, euh, que dans le fond, ben c'est ça. Finalement, couvrir l'immigration, dans le fond, dans ma pratique journalistique, c'est sur beaucoup de personnes vulnérables. Euh, des délais interminables pour ces gens-là, beaucoup de souffrance, des erreurs administratives, des guerres de chiffres au Québec, Ottawa, de plus en plus de personnes expulsées en voie d'être expulsées qui m'appellent quand il est minuit moins une, c'est sûr que c'est ça. Euh, Puis, ben, c'est ça parce que moi, je recueille les récits, mais c'est plus que ça parce que justement, chaque récit, on en parlait, Martin, chaque histoire, chaque article, finalement, ça finit par faire le portrait puis le paysage. C'est pour ça que je
je trouve ça important parce qu'on essaierait de tout résumer dans un seul article. Ça ne fonctionnerait pas. Puis je trouve que c'est comme un peu un coup de pinceau chaque fois. Puis on finit par peindre le tableau de c'est quoi finalement en ce moment-là, dans quel contexte on est. Puis c'est dans ce cadre-là que s'inscrit mon travail. Puis ben, je terminerai tout simplement en disant que en allant recueillir ces récits-là, ce qui est le plus important possible, c'est la connexion humaine. C'est d'aller à la rencontre des personnes en personne. Des fois, on pense à des chercheurs, puis en tout respect pour le travail, bien sûr, des chercheurs en sciences humaines parfois, mais tu sais, on va par souci aussi de méthodologie, on va soumettre des questionnaires à des gens et tout. Moi, si je ne pourrais pas procéder comme ça, justement, mon travail, c'est de créer une connexion avec quelqu'un qui souvent ben, faut que je crée la connexion sur ce qui nous rassemble. Quand j'ai une femme africaine, récemment, je parlais à une femme africaine. Je veux dire, j'étais avec une interprète qui traduisait à son mari qui parlait Swahili et lui traduisait je crois que c'était Kinyarwanda ou je ne sais plus, à sa femme. Ça me revenait, mais on ne se comprenait pas, là. Il y avait beaucoup trop d'intermédiaires, mais je voyais dans ses yeux, puis c'était une femme qui vivait beaucoup de difficultés, puis avec ses enfants, puis elle venait d'accoucher, puis je voyais juste que j'avais appris à dire bonjour dans sa langue, puis je pense que c'est ça aussi. Je me rappelle à l'époque, j'avais un crinqué quand les réfugiés syriens arrivaient, là, je me disais, bon, je vais apprendre l'arabe syrien. Je me suis lancée. Mais euh, ce que ça a servi, je me suis fait un excellent contact en ma prof d'arabe syrien qui est merveilleuse et qui encore aujourd'hui m'alimente en sujet, qui me parle un peu. Ah, tu veux parler à telle personne dans la communauté, parle à un tel. Puis il y a aussi, ben, je le vois à quel point, mes quelques phrases que je baragouine, à quel point ça m'aide à créer cette connexion-là. C'est pas grand-chose. Je pense que je suis tombée tantôt, Martin, dans ton livre, c'était comme parler la langue de l'autre, comme pratiquer l'hospitalité. Je ne savais pas, mais je faisais ça finalement. Euh, et voilà, donc finalement, c'est ça, s'intéresser à l'autre. Puis je pense écouter, c'est un peu par ça que j'arrive à un peu recueillir le récit, puis à vous le partager ensuite. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un peu trop tard. J'ai vraiment dépassé le temps.